That's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Nous allons parler aujourd'hui d'un livre qui parle d'une cinématographie, d'une géographie cinématographique qui est la Chine. Le livre s'intitule « Le réalisme magique du cinéma chinois ». Le titre est très important, on va en parler plus tard. C'est édité chez nos amis de Playlist Society. Je salue d'ailleurs Benjamin Fogel pour l'aide apportée à la conception de cette émission. Le livre est écrit par Andy Biquez. Il est là, il a accepté de venir pour en parler parce que le livre, je crois, est sorti il y a pratiquement un mois, si je ne me trompe pas, c'est bien ça, 19 avril 20, je dirais 21 avril pour être précis. 21 avril, donc voilà, c'est pratiquement un mois. On est un peu en retard, mais bon, on peut encore en parler. Dans le descriptif de la vidéo, vous avez toutes les informations, vous cliquez dessus, vous tombez sur le livre. Comment allez-vous, Andy Biquez ? Très bien. Et vous êtes critique de cinéma et vous avez, alors je ne sais pas si, moi je me souviens très bien du site, vous avez cofondé le site acreds.fr, vous êtes co-auteur de l'ouvrage Contes au pluriel de l'au-delà, le cinéma de M. Night Shyamalan, c'est édité chez Vendémiaire en 2015. À partir de quand et avec quel film pour vous, c'était une évidence de vous poser et d'écrire un livre sur cette génération-là, mais de questionner cette génération autrement par le biais du réalisme magique. Alors, vous avez mentionné acred.fr, le site que j'ai cofondé avec Christophe Bonnet, Nathan Renaud, je vais les nommer, et d'autres contributeurs, et notamment dans l'équipe, dans le noyau dur, maintenant, il y a Erwan Desbois, qui écrit aussi des livres pour Playlist Society. Et donc, en fait, c'est vrai qu'à l'origine, il y a plutôt un film. S'il y a un film, ce serait Kylie Blues de Bigan, en 2015, qui m'a beaucoup marqué, et ça n'a pas été la naissance tout de suite, l'idée d'écrire ce livre, mais par contre, rétrospectivement, après avoir vu ce film, je me suis dit, ça fait quelques années quand même qu'il y a des films chinois qui me marquent particulièrement, qui me font de l'effet, et c'est la première fois qu'il y a un territoire cinématographique qui m'intéresse, alors que c'est vrai que comme beaucoup de gens, j'imagine, jusqu'à maintenant, c'était plutôt une découverte d'un cinéaste ou d'une cinéaste, et je vais me plonger dans la filmo. Là, tout de coup, je me rendais compte un peu rétroactivement que voilà, il y avait quelque chose qui se passait avec la Chine. Et je parle d'Acred parce que l'ambition à ce moment-là, c'était plutôt de faire des articles sur Acred, et en particulier un article que je faisais tous les ans où j'essayais de voir de manière un peu boulimique, comme on dit mal, tous les films chinois qui pouvaient sortir en festival, au cinéma et autrement dans l'année. Donc voilà, la naissance était avec ce film, mais au début c'était plutôt cette envie de répertorier un peu et de chroniquer tout ce que je pouvais voir comme film chinois pendant quelques années. Et là, après, j'ai eu l'envie d'en faire, je me suis dit, peut-être matière à en faire un livre qui serait un livre un peu anthologique de cette génération, effectivement, comme vous dites, du cinéma chinois. Et en discutant avec Benjamin Fogel de Playlist Society, le projet semblait un peu trop gros, et l'un des chapitres, c'était le réalisme magique du cinéma chinois, l'un des 5 chapitres. Et on s'est dit, en fait, on n'a qu'à juste étoffer ça et partir là-dessus. L'idée du réalisme magique, après, c'était je me rendais compte, en voyant des films comme Still Life de chez Shanke ou donc Kylie Blues que je viens de citer et d'autres, que peut-être la génération actuelle du cinéma chinois continental, pour le coup, donc sans compter Hong Kong et Taïwan, avait été peut-être une nouvelle émanation de ce courant artistique qui a navigué, comme je le dis dans l'introduction du livre, entre plusieurs arts. On a pu le voir depuis 100 ans en peinture ou en littérature. Au cinéma, épisodiquement, mais jamais quelqu'un n'avait fait cette proposition qui était la mienne, qui est peut-être que là, il y a dans ce pays-là, ces années-là, ça peut être un courant aussi, un peu comme ses précédents, voilà, pour le cinéma. Donc on en est arrivé là et à l'écriture de ce livre. C'est la 6e génération dont vous parlez. Alors, actuellement, c'est vrai qu'on parle de 6e génération. Ça fait longtemps. Et je n'ai jamais été trop évoqué une 7e génération. Je me suis dit, ça peut peut-être être la 7e. Ou peut-être ce serait juste une émanation de la 6e, parce qu'on trouve encore trop de cinéastes, et en particulier chez Shanke,
qui font partie de la 6e, pour vraiment parler d'une nouvelle génération, puisqu'avant, c'était à chaque fois, la rupture se faisait un peu dans les thématiques et peut-être même l'envergure ou l'ambition même parfois technique entre la 5e génération, celle de Sang Yimou, qui étaient des réalisations, des films à grand budget, et la 6e, où au contraire, c'était plutôt des films tournés clandestinement. Donc, il y avait des ruptures assez fortes, et même, voilà, particulièrement les figures qui composent chacune des générations. Là, ça n'allait pas être le cas. Donc, bon, on peut-être pas encore parler de 7e, mais de même on a parlé d'une Deep Generation, qui était une génération qui travaillait plus en digital et qui faisait plus un peu du home movies et ce genre de choses. Et comme une émanation de la 6e, bah, le réalisme magique pourrait être, voilà, c'était peut-être aussi pour pas être trop présomptueux que je me suis pas permis de parler de 7e. Mais voilà, d'une génération, voilà, un pas de côté, une nouvelle brèche. Pourquoi, dès le début du livre, en introduction, vous l'avez un peu évoqué au début de l'émission, vous vous êtes senti obligé de parler des problèmes, de ce que vous appelez les problèmes de classification, les fameuses générations. D'ailleurs, vous expliquez qu'à un moment, on ne s'est même plus posé la question de savoir qui composait la première, la deuxième et la troisième génération. Pourquoi cette histoire de génération? Déjà, est-ce que ça, c'est un concept qui a été installé par des journalistes et critiques de cinéma ou alors par les cinéastes eux-mêmes? Et deuxièmement, pourquoi cette envie très forte de plus ou moins d'installer un décor et de dire voilà, bon, c'était comme ça, c'est comme ça, mais il faut peut-être pas forcément se baser sur cette idée même de 6e, 5e, 4e génération pour comprendre un peu le pourquoi du comment du bouquin. Bah, je pense que c'était important de le rappeler parce que j'ai pas trop connaissance d'équivalent. Je veux dire, même avant de me plonger un peu plus dans le cinéma chinois, c'est quelque chose dont j'avais entendu parler sans approfondir le sujet. Voilà, j'entendais parler de la 5e génération, de la 6e génération. Pas trop d'équivalent ailleurs dans le monde. J'ai compris après que ça avait été... ça venait quand même plutôt de Chine et c'était lié donc aux générations sorties diplômées de l'Académie de cinéma de Pékin. Donc c'est de là que ça vient. Après, ça a été quand même effectivement pas mal repris par des journalistes, notamment des journalistes occidentaux, et c'est l'un des reproches que je fais, que fait, je crois, chez Schanke en parlant du reproche de cette classification. Mais il y a d'autres reproches aussi sur l'agencement de ces générations et voilà, certains ne s'y retrouvent pas ou trouvent qu'il y a des contradictions. Malgré tout, c'est tellement central dans la manière dont quand on aborde l'histoire du cinéma chinois que je ne pouvais pas ne pas en parler, mais en montrant effectivement les limites, les théoriciens du cinéma et autres qui s'opposent à cette vision des choses, qui proposent des classifications néanmoins encore, mais alternatives. Et donc voilà, ça me semblait important de revenir là-dessus pour savoir d'où on partait, où on allait aller. Cette 6e génération, si vous deviez la dater, elle commencerait pratiquement en quelle année? La 6e génération, elle est quand même assez ancienne, elle est plutôt du début des années 90. Il y avait donc des films de Wang Shouxue ou de Chez Shanke, effectivement, qui a été plus connu avec des films finalement dans les années 2000, comme donc Still Life, qui a eu le Lion d'Or à Venise, ou A Touch of Sin, Au-delà des montagnes, mais son premier, enfin, il avait fait je crois que c'était un film de moins d'1 heure, mais sinon, son premier long, Xiao Artisan Pickpocket, en 97, qui était tourné clandestinement, c'est l'un des films forts de cette 6e génération. Et finalement, donc, moi, j'en parle très peu, mais puisque c'est pas trop le sujet du livre, mais effectivement, ça vient quand même de là. Et c'est une génération voilà, qui est très différente de la précédente et qui a été mais également montrée en festival, autant que la 5e, avec des prix majeurs, mais peut-être un petit peu moins d'ailleurs, mais en prenant vraiment le contre-pied volontairement, en voulant montrer, plutôt que de retourner dans l'histoire de la Chine, c'était plutôt montrer la Chine contemporaine et avec ses dysfonctionnements. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que le réalisme magique? Tout le monde ne connaît pas forcément
ce terme, ce courant, qui n'est pas forcément le plus connu. Néanmoins, moi, je crois que j'en ai entendu parler plutôt picturalement au tout début. Et donc, effectivement, picturalement, il y a eu une première génération. Le terme vient des années 20 d'un théoricien allemand qui s'appelait Franz Roh. Et même le terme, d'ailleurs, le livre fondateur de ce mouvement ne s'appelait pas comme ça au tout début. Ça a été quelques années plus tard avec une... Je ne sais pas si c'était une première édition ou alors juste en revenant dessus. Et après, quand il y a eu d'autres éditions, on a parlé de réalisme magique où il est tombé dessus, et même sans être trop convaincu. Mais en tout cas, c'est vrai que ce terme, même s'il a eu un peu ce faux départ, dans les années 20, c'était pour un courant pictural allemand, plutôt post-expressionniste, avec des peintres comme Otto Dix ou quoi, où donc l'idée c'est une peinture a priori qui dépeint des scènes quotidiennes, voire un peu triviales, mais avec quelque chose donc d'un peu parasitaire, pas forcément toujours extrêmement lisible. Ça peut être de l'ordre un peu du sentiment. C'est ce qu'il explique. Et après, donc dans ce livre de 1925, mais après c'est vrai qu'il y a eu aussi donc des tableaux américains des années 50. Moi, je parle beaucoup du canadien, enfin américain donc au sens large, c'est états-unien, canadien. Et notamment d'Alex Colville. C'est chez lui que j'ai trouvé le plus de correspondances, donc c'était là où ça m'intéressait le plus d'en parler dans le livre, avec le réalisme magique cinématographique dont je parle. Mais c'est vrai qu'après, en cherchant un peu, en me disant, bon alors, le réalisme magique en cinéma, est-ce que ça existe aussi? Parce qu'on en parle après pour la littérature, avec Gaël Garcia Marquez, c'est sûrement, même si moi je suis vraiment pas très connaisseur, c'est sûrement le plus connu. Mais je me suis dit, en cinéma, on parle pas trop. Alors, on parlait. Alors, celui qui revient tout le temps, je ne sais pas d'ailleurs si ça l'enchantait ou non d'avoir cette étiquette systématique, c'était le réalisateur belge André Delvaux, qui n'est pas très très connu, mais qui a fait des très beaux films. Et c'est à peu près tout. Et sinon, c'était voilà, le terme a été collé sur un film par-ci par-là, sans jamais être associé à toute une génération, toute une école ou tout un territoire. Il y a effectivement ce côté parasitaire qui est donc assez différent de ce qu'on pourrait dire d'un cinéma surnaturel, ou vraiment pour faire simple, dans un autre monde, ou d'un cinéma fantastique qui a priori est plus l'hésitation entre l'explication irrationnelle et l'explication rationnelle. Là, a priori, le réalisme magique, l'idée c'est plus qu'on est dans le réalisme, mais il va y avoir soit un événement, soit un sentiment plus diffus, mais quand même prégnant, qu'il se passe quelque chose qui fait qu'on n'est plus vraiment dans notre monde. Ça me semblait très bien d'avoir Still Life, comme vous le dites, en point de départ de ça, parce que il y a, là, pour le coup, c'est avec vraiment un surgissement. Donc, en plus, pour lancer la machine, lancer la fusée, c'était bien. Et en l'occurrence, c'est un immeuble. Donc, a priori, un immeuble voilà, donc, assez vétuste, etc., mais un immeuble comme on peut en concevoir, même s'il a une forme un peu étrange, mais on n'est pas choqué de prime abord, parce qu'en plus, à l'avant-plan, on a le personnage féminin qui exécute une action très triviale. Elle est sur son balcon, en train d'étendre son linge, et ce simple immeuble à l'arrière-plan, qu'on ne remarque pas trop, se met à décoller dans le ciel, comme une fusée, d'une manière inexplicable. Donc ça, c'était pour moi une possibilité cinématographique d'expression du réalisme magique, et effectivement, pour moi, voilà, le parfait décollage de ce mouvement en Chine et de mon bouquin en tant que... Mais il faut expliquer à ceux qui n'ont pas eu la chance de voir, c'est parce qu'il faut savoir que à la fin du bouquin, vous dressez une liste de films qui participent, qui construisent le réalisme magique. Mais celles et ceux qui n'ont jamais vu ces films-là, il faut aussi, je pense, leur dire que ces incongruités que vous évoquez dans certains des films ne sont pas forcément constants. C'est des moments comme ça qui arrivent de manière très soudaine, et ça ne fait pas, c'est pas sur la continuité même du film. Alors effectivement, c'est vrai qu'il y a là je mentionne cette scène de Still Life, mais c'est pas forcément
un déraillement qui fait que le film va suivre cette autre voie après. C'est vrai que c'est important de le préciser. Je parle de déraillement parce que l'autre scène dont je parle assez vite et qui est assez importante, et comme je l'ai dit au début, c'est un film important pour moi, c'est Kylie Blues, où là, c'est un train qui arrive dans une maison. C'est plutôt une projection d'un train sur une toile, et le train est inversé. Et dans un cas comme dans l'autre, c'est vrai que, même s'il se passe encore quelques petites choses étranges dans Kylie Blues après, ça reste effectivement épisodique, mais c'est ça qui donne effectivement la force à cette intrusion du surnaturel. C'est qu'il y a sur Still Life, qui l'heure d'avant et l'heure d'après, sur ce film de 2 heures, où ça arrive peut-être à peu près au milieu du film, c'est un film donc très réaliste, et où on suit voilà, le quotidien de différents personnages, en particulier un chassé-croisé de 2 personnages dans la ville, voilà, pas toujours au plus près de leur corps, mais on est quand même dans un cinéma quand même assez naturaliste, donc il reste cette impression de est-ce que j'ai rêvé ce que je viens de voir, est-ce que c'est vraiment arrivé? C'est une sensation étrange, et plus étrange que de basculer vraiment dans le surnaturel, dans d'autres films et dans Kylie Blues, même si effectivement, comme je disais, il se passe d'autres choses étranges, il y a aussi cette impression on se demande vraiment qu'est-ce qu'on vient de voir. Vraiment, on se retrouve un peu devant un film qu'on a hâte de revoir au cinéma, ou que le DVD sorte 6 mois plus tard ou quoi, pour pouvoir revoir la scène et se dire mais qu'est-ce que j'avais vu. Il y a cette part-là qui est assez importante. Après, c'est vrai qu'il y a dans le livre, finalement, je pars dans plusieurs directions, où des fois ça me semble être plus symbolique d'une métaphore au sein du récit. C'est le cas d'ailleurs pour Still Life, où je le dis un petit peu par rapport à la trajectoire du personnage féminin, et de ce qu'elle vit et de ce qu'elle recherche pour sa vie par rapport à son ex-mari, etc. D'autres fois, ça peut être plus constitutif d'une métaphore, peut-être même de la situation, après tout, du cinéma chinois à cet instant-là, et de ce que ces réalisateurs, réalisatrices ont envie de dire par rapport aux générations précédentes, par rapport aux voies que peuvent ouvrir le cinéma, ou alors une question sur la Chine, pour essayer puisque c'est des films qui sont parfois assez réalistes et qui gardent un peu cet écrin social fort de la 6e génération, dont je dirais qu'ils font encore partie, ou vraiment parler des soucis qu'il peut y avoir dans la société chinoise, et on sait bien, toujours aujourd'hui, beaucoup cette année, à quel point ça peut être le cas. Ça peut être aussi une façon de s'interroger sur voilà, que faire par rapport à notre situation, à notre pays, comment s'en extirper, veut-on s'en extirper, quel pourrait être notre moyen. C'est vrai que cette échappée qui est toujours prééminente dans ce surgissement du réalisme magique peut aussi parler de ça. Un film comme Kylie Blues, c'est très particulier parce qu'on a cette impression de rêver du début jusqu'à la fin. À mes yeux, c'est vrai que Kylie Blues, je comprends bien cette réflexion. Pour le coup, il est vraiment lui aussi, il est vraiment lui scindé en deux. Il y a 2 heures de film, et le plan séquence se lance au bout d'1 heure et dure 1 heure. Exactement. C'est vrai que j'avais oublié ce détail. Et la c'est vrai que c'est très important. est plus réaliste. Alors, il y a quelques images étranges, dont celle-là, qui arrive dans la première partie. Mais la première partie est plus réaliste, et plus, voilà, la narration est un petit peu disloquée. Il y a quelques images qui nous en font sortir, mais par rapport au tout venant de la production cinématographique, dans cette manière de décrire le travail de cet homme médecin, la manière de s'attacher. Donc là, c'est pas encore à Dong Mai, où on va après partir pour ce plan séquence un peu fou, complètement fou, qui suit. La première partie, voilà, et je pense que peut-être qu'à l'aune de ce corpus que j'étudie, il y a cette réflexion que vous faites est assez juste pour dire on est quand même déjà dans un cinéma très onirique. Là, au moment où ça intervient, ce surgissement-là, je trouve qu'on est encore dans un cinéma assez réaliste, et surtout, voilà, si je le place en regard de tout ce qu'on peut voir sur une année de cinéma en provenance de tous les autres territoires. Mais c'est vrai qu'après, la deuxième partie, et le film qu'il a fait ensuite, même si j'en parle moins, mais j'en parle aussi dans le livre, on est dans un cinéma plus clairement onirique, en tout cas.
une petite digression, je crois que c'est la seule fois où j'ai eu cette sensation très particulière en voyant un plan séquence où j'étais partagé entre l'idée il faut quand même que ça cesse un moment, mais il faut quand même que ça cesse pour voir jusqu'où il peut aller finalement. Et c'était très très bizarre ce plan séquence, et on disait mais ça va jamais se terminer. Et c'est la première fois, je crois, en face d'un film où j'avais cette impression en me disant mais je pense que ce film ne se finira jamais. Et c'est très très particulier. Si vous n'avez pas vu Kylie Blues, vraiment, puis il en a fait d'autres après, bien évidemment. Parlons de la structure du livre, parce que au début vous disiez que ça devait être un chapitre qui finalement s'est transformé en livre. Donc la question est très simple. Même quand vous avez eu l'idée de le transformer en livre, est-ce que vous avez quand même rencontré des complications parce que là vous avancez une théorie. C'est pas tous les jours qu'on avance une théorie, et c'est ça que je trouve assez important. Donc, est-ce qu'il y a eu quand même des complications pour trouver la bonne structure pour le livre? Je pense qu'après, les auteurs pourraient, comme moi, se dire « Ah ben non, mais j'ai refoulé tout ça. Hein. » C'était un peu... c'est parce qu'il y a sûrement eu des complications, mais c'est vrai que c'est plus si évident pour moi de... En réalité, sur la cuisine interne, ça a été plus compliqué pour moi de passer du précédent projet à ça. C'est-à-dire le précédent projet qui était irréaliste, en fait, qui était un truc ontologique, qui était aussi en 5 parties, mais où chaque partie devait débuter normalement par une petite carte. Je m'inspirais en fait de Movieland, le livre d'un ami qui est David Honora, Movieland, des retours à Movieland qu'il a fait chez Hachette. J'avais collaboré un peu au premier, et c'était des trajectoires de films entre les films sur une carte imaginaire. Et moi, je lui piquais un peu son idée. Je voulais faire des 5 cartes, 5 coins de la Chine, et tracer des petits chemins de film en film. Et chaque partie allait finalement aborder une question presque sociétale différente. Finalement, au bout d'un moment, je me suis dit que c'était, non seulement ça ferait un bouquin de 500 pages que personne ne voudrait trop lire, et puis je me suis dit, et je me suis dit aussi, finalement, il n'y a pas de vraie justification à parler, même si ça marche un peu entre ces films-là, sur cette région-là. Pourquoi parler plus de cette thématique-là dans cette région-là de la Chine? C'était un peu trop artificiel, et donc ça ne fonctionnait pas. Donc abandonner tout ça, où j'avais pas mal avancé, et après donc extirper un chapitre et l'étirer un peu, forcément, parce que même si je dis que ça aurait fait un bouquin de 500 pages, il fallait évidemment l'étirer un peu. Voilà, ça a été la petite cuisine un peu complexe. Après, quand il s'agit d'écrire ce livre-là, j'ai sûrement refoulé parce que Benjamin a beau être un éditeur extrêmement souple et sympathique, tout ce que je lui ai proposé, le premier plan que je lui ai proposé, tout n'était évidemment pas parfait, donc on a dû retoucher des choses, mais je saurais plus. Il aurait fallu que je me replonge dans mes mails pour voir un peu qu'est-ce qui a sauté, qu'est-ce qui ne fonctionnait pas, ou en quoi la structure n'était pas forcément juste. Après, il y a quand même une structure où on va vers quelque chose un peu. La dernière partie, on part un peu sur du méta, en train de parler de la manière dont les films apparaissent et disparaissent. Donc, on parlait d'apparition et disparition avant dans les films, et là, ça devient un peu les films eux-mêmes qui, à cause de la censure, disparaissent. Comme là, on vient de voir il y a quelques jours, il devait y avoir un seul long métrage chinois à Cannes cette année, il y en aura 0. Parce que le film de Liu Jian, dont je parle de Have a Nice Day, son précédent film d'animation, son nouveau film devait être à la quinzaine, et finalement, pour des raisons sans doute de censure, même si les choses ne sont pas dites aussi simplement, il ne sera pas là. Mais donc c'est vrai que il y avait en tout cas cette idée de parler des films, et après de parler de l'existence des films dans notre monde, mais toujours en gardant ce petit regard un peu magique pour essayer de s'en amuser, alors que souvent c'est pas si drôle ce qui se passe. Je vais quand même nommer les parties. Alors il y a 3 parties, et effectivement il y a l'introduction et puis l'épilogue.
L'introduction, c'est Mutation de la 6e génération. C'est là où vous posez le décor. On en a parlé au début de cette émission. La première partie, c'est Visions extraordinaires, échos introspectifs. On va parler de ça aussi après parce que ça parle beaucoup de disparition de monde, les affects, la société, mais aussi la part animale. Ça, faut qu'on parle de ça aussi. Et la seconde partie, c'est Et croit l'incroyable un besoin de réenchanter le monde. Et la troisième partie, c'est, dont vous venez de l'évoquer, au-delà du réel, la magie faite film, mais aussi sur les questions de ça, les fameuses questions de cinéma que les films se posent entre eux. Et ça, je trouve passionnant. Puis il y a un épilogue, et puis ensuite, effectivement, il y a cette liste, j'en parlais au début de l'émission, une liste pour celles et ceux qui veulent s'intéresser à ces longs métrages, mais aussi des courts métrages qui déterminent le réalisme magique du cinéma. Il y a quelque chose que vous n'avez pas dit. Enfin, vous l'avez dit dans le bouquin, hein, bien évidemment, mais là, on n'en a pas parlé. Il y a un élément même fondamental, important, qui sert le réalisme magique, c'est le numérique. Oui, c'est vrai que c'est clairement... c'est une information que j'aurais pu donner là, quand j'ai parlé un peu de la naissance de cette génération-là. C'est vrai que si ça vient de chez Shanke, qui fait le pont entre la 6e et la 7e, mais cette nouvelle génération, si c'en est une, et avec Still Life et ce qu'il avait envie de raconter, etc. Mais c'est vrai que c'est aussi, et peut-être essentiellement, grâce à l'avènement du numérique et les possibilités du numérique. C'est son deuxième film en numérique, c'est son premier film de fiction en numérique en 2006. Et c'est sûr que quand il fait Ciao, artisan de pickpocket 10 ans avant, il n'aurait pas pu faire cette proposition d'envol de l'immeuble fusée tel qu'il le fait là. Donc, c'est sûr que les possibilités techniques jouent clairement dans ces manifestations-là et dans cette possibilité de raconter ces choses-là. Et la possibilité, l'avènement du numérique, c'est aussi la démocratisation de ces moyens. C'est-à-dire que quand je me suis posé la question, ou quand on m'a posé la question de est-ce qu'on pourrait voir d'autres émergences de réalisme magique par territoire ailleurs dans le monde, c'est vrai que la question se pose après tout. Mais heureusement, moi, j'en trouvais pas forcément trop. Sinon, je me serais dit, ou sinon il a fallu que je l'explique plus clairement, ou sinon je me serais dit peut-être qu'effectivement c'est pas un si bon sujet si il se passe pas quelque chose de si particulier en Chine à cet instant-là. Mais c'est vrai que je l'ai remarqué aussi plus récemment, plutôt milieu des années 2010, fin des années 2010 dans le cinéma français, dans un certain petit cinéma d'auteurs français, avec des gens comme Hubert Viel ou et je me suis dit, et c'est vrai que ce pan du cinéma fantastique, qui est aussi un cinéma un peu donc parasitaire pour certains, avec des surgissements, ou d'autres qui vont dans le fantastique, mais en filmant d'autres passages de manière un peu plus terre à terre pour mal s'exprimer. C'est vrai que je me suis dit, si ça existe aussi chez ces auteurs-là, c'est peut-être aussi parce qu'ils en ont les moyens. Malgré le fait qu'ils travaillent dans une économie à petit budget. C'est vrai que c'est aussi ça, parce que je compare aussi le fait qu'il y a un cinéma fantastique en Chine qui est plus important, en Chine continentale même, qui était avant plutôt à Hong Kong et qui est plutôt produit aujourd'hui du côté de la Chine continentale. Il y a un cinéma fantastique très important, plus fort que dans la majorité des autres territoires de cinéma. Mais qui là verse complètement dans un monde surnaturel, et voilà, des films fantastiques comme ça, il y en a, mais voilà, à l'autre bout du spectre de l'économie possible, contrairement à la 6e génération des années 90, voilà, les films à petit budget, les petits auteurs peuvent aussi, eux, briguer le fantastique de cette autre manière-là. Donc c'est sûr que c'est voilà, les possibilités du numérique et l'accès au numérique plus simple qui a permis de faire poindre ces films-ci. Les films qui constituent ce réalisme magique, ils disent quoi de cette société chinoise? Ou alors est-ce qu'ils disent pas forcément que de la société chinoise, mais plutôt du monde? C'est vrai qu'il y a un chapitre où j'en parle plus, où vraiment j'essaie de
J'ai pas essayé de structurer le livre entier comme ça, mais il y a un moment où je me suis dit, on peut faire un chapitre et des sous-parties où là, on va vraiment aborder des sujets sur le rapport du peuple chinois, pour peu que ça ait un sens de faire des généralités, mais le rapport de la Chine d'aujourd'hui à l'argent, à la violence. Donc là, il y a un moment où j'ai voulu me poser plus ces questions-là. Et effectivement, dans ces films que j'avais déjà, donc pour lesquels j'avais déjà le sentiment qu'ils faisaient partie de ce courant et qui refusait de rester dans quelque chose d'uniquement réaliste, que ce soit dans la fiction, dans le documentaire, parce que au bout d'un moment, même si j'ai tendance à vouloir développer un corpus et après une filmographie, celle dont vous parlez, qui est à la fin du livre, assez large, on pourrait croire l'inverse, mais en réalité, il n'y a pas tous les films chinois de ces 10-15 dernières années qui sont dedans. Il y en a qui, pour moi, ne correspondaient pas à la définition, tant mieux, mais... Et par exemple, sur le versant documentaire, je ne peux pas parler des films de Wang Bing, qui est un réalisateur qui fait des films comme, dont son plus connu, c'est À l'Ouest des Rails, plus connu entre guillemets, et d'autres. Tous ne peuvent pas entrer là-dedans. Malgré tout, voilà, pour ceux que j'avais déjà identifiés, c'est vrai qu'en regardant plus à la loupe, je me suis dit, on peut voir en plus que certains ont un discours sur tel ou tel sujet de société précisément. Et il y a effectivement une façon par la forme de l'aborder, de déployer encore le discours. Que ce soit, c'est vrai que ça peut être après, sur ces sujets-là, ça peut être pour finalement, pour s'étendre sur ces sujets-là, c'est vrai que ça peut être une utilisation du réalisme magique qui peut être aussi bien strictement formel avec des changements de couleurs pour créer des cassures ou des disparitions d'images, pour créer des brisures, aussi bien que faire plus influer une ambiance, une atmosphère qui peut parfois, après c'est l'interprétation de chaque spectateur et spectatrice, mais qui peut parfois donc dire quelque chose des sentiments des personnages et des sentiments qu'ils peuvent conférer chez nous. Donc il y a un peu tout ça, mais effectivement, parfois avec ce discours plus précis, plus sur la Chine. Effectivement, moi, quand j'ai voulu aborder un peu plus ces sujets de fond, finalement, je suis resté sur des problèmes ressentis plus dans la société chinoise que dans le monde aujourd'hui. Quand vous évoquez, vous parlez à un moment de la part animale et le fait que cette forme de réalisme magique, il y a quelque chose de l'ordre du spirituel, etc. Là, à ce moment-là, on parle d'autre chose aussi. On parle d'un aspect qui est la culture, les rites, les traditions du pays, les traditions chinoises. Donc, c'est une autre grille de lecture à ce moment-là. Et ça, je sais que c'est quelque chose qui n'est pas anodin pour vous. Est-ce que ça a pu créer cette grille de lecture particulière, parce qu'il faut un moment, il faut connaître aussi certaines codifications, certains aspects de la culture chinoise. Est-ce que comment les cinéastes de cette tendance, de ce mouvement, ont fait pour que cela devienne universel? Pour parler un peu cuisine interne, mais là, cuisine vraiment interne, avec mes propres interrogations, c'est vrai que mon inquiétude à l'écriture, et qui en fait perdure jusqu'à maintenant et demain, c'était que quand j'allais aborder des sujets vraiment quand j'allais un peu m'éloigner du cinéma et de vraiment l'analyse filmique, vraiment parfois clairement de l'analyse de séquence, ce qui me plaît le plus, et que j'allais parler de la société chinoise ou effectivement de questions plus parfois plus religieuses ou en tout cas partir dans des sujets ou sur l'histoire de la Chine, dès que j'allais un peu m'éloigner du cinéma et tout en continuant à parler de la Chine, c'était mon inquiétude effectivement peut-être créer des contresens, tomber parfois sur des lecteurs, lectrices qui s'y connaîtraient bien mieux que moi là-dessus et pourraient m'épingler. Et donc cette peur subsiste toujours
Pour l'instant, ça va. On va pas trop embêter, mais ça pourrait venir et je le comprendrais bien. Donc là-dessus, c'est vrai que j'ai fait un peu de recherche et j'espère ne pas avoir dit trop de bêtises. Et donc, mais ça me semblait quand même essentiel, juste parce qu'encore une fois, c'était les films qui m'y obligeaient, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand j'ai revu A Touch of Sin de chez Shanke, et je me suis dit, mais mince, là, une connaissance pour le coup qu'on a un peu tous sur les signes zodiacaux chinois et les animaux dont on peut connaître tous ou presque tous voilà, notre signe, même si on est loin de tout ça. Et je me suis dit, ben mince, c'est fou quand même qu'il ait placé dans ce film chacun des animaux, chacun des 12, symboliquement, qui apparaissent au détour d'un cadre, un serpent qui nous passe devant, une couverture de tigre, enfin, c'est pas anodin, c'est là. Et effectivement, son film a peu structuré avec le territoire, avec les points cardinaux, et les 4 histoires des 4 sketchs de ce film à sketch. Donc le film fonctionne comme ça, et donc c'est pas un hasard, le film parle de ça. Et après, justement, là-dessus, sur A Touch of Sin, il y avait vraiment le sentiment que, même si c'était de l'ordre du symbole, qu'on pouvait pas forcément même repérer au premier visionnage, c'est là, et en même temps, il y a ces points cardinaux des 4 coins de la Chine, mais je veux dire, si on les pousse, on dépasse les frontières des 4 côtés, et il y a quand même cette ambition de parler à tous de ce point de vue-là. C'est-à-dire, s'il va aux 4 coins du pays, le plus loin possible à changer l'univers visuel et les images qu'il nous offre, c'est pour dire, voilà, là, je dois parler de mon pays, mais je pourrais potentiellement aller plus loin si je vous montre ces quatre espaces et cette variété que permet le territoire géographique de mon pays, cette variété que je vous offre pendant 2h20 sous les yeux, c'est parce que vous, où que vous soyez, notamment dans la salle Lumière à Cannes, quand le film fait sa première avec des journalistes, là pour le coup, du monde entier, c'est avec l'idée, je vais vous parler à tous, vous allez vous retrouver dans une de ces histoires. Il y a une forme d'universalité et la spiritualité qui intervient aussi à travers ces animaux qui donc sont amenés symboliquement dans le récit. C'est aussi pour nous élever, essayer de parler à la multitude. Donc voilà, il y avait ce désir-là, notamment dans ce film-là, qui est sur ce chapitre-là, c'est le plus important à mes yeux. Est-ce qu'il y a comme ça des dialogues entre les films dans leur recherche esthétique, leur recherche formelle? Est-ce qu'il y a des questions de cinéma qui se posent entre ces cinéastes-là, entre les films? Pas forcément. Enfin, il y avait au sens très large, oui, parce que tous répondent à leur façon à cette même question, à cette même envie, j'ai eu l'impression, et sûrement avec pour qu'un mouvement naisse, il faut effectivement qu'il y en ait un aussi qui donne le coup d'envoi et les autres qui répondent un peu en retour. Et j'imagine qu'un film comme Still Life a eu une influence en réalité sur les 15 années de films qui ont suivi. Donc les films sont liés de cette manière-là. Après, c'est vrai que des correspondances de l'un à l'autre, il faudrait peut-être que je relise mon propre livre maintenant pour voir, mais si vous me dites ça, c'est peut-être que c'est pas tant le cas. Non, c'est vrai que c'est pas la structure n'a pas forcément demandé ça. C'était plus les films qui venaient soutenir des thèses ou des propositions un par un et sans forcément se parler. Enfin, il y a des images qui reviennent. C'est vrai qu'à un moment, je parle dans Au-delà des montagnes de chez Shanke et dans L'Adieu, qui est un film production moitié chinoise, moitié américaine de Lulu Wang. Il y a cette même idée finale de télépathie et d'un personnage qui va réussir à parler dans l'esprit d'un autre sur un autre continent ou c'est sur un autre continent. Le film se conclut comme ça. Donc voilà, il y a des parallèles occasionnels, mais là comme ça de tête, j'en trouve pas trop d'autres. Il faudrait que les réalisateurs et réalisatrices de Chine m'envoient un petit truc pour me dire mais oui, mais attends,
il y avait notre lien aussi. C'est évident, quoi. Le réalisme magique du cinéma chinois, c'est édité chez Playlist Society, et vous trouverez le lien dans le descriptif. J'aimerais vous poser une dernière question, parce qu'il y a une partie qui s'intitule « Un besoin de réenchanter le monde ». Moi, je voudrais savoir, est-ce que vous avez eu cette sensation, en découvrant ces films-là, en les réunissant aussi, hein, pour que cela puisse faire partie de ce réalisme chinois. Est-ce que vous avez eu cette sensation que ces cinéastes, ils faisaient des films pour se réapproprier leur territoire, comme si, pour des raisons peut-être particulières, ils l'avaient perdu, ce territoire, où on leur avait volé, et donc ils se le réapproprient. Et pour se le réapproprier, il faut passer aussi par des moments d'incongruité que vous évoquez. Est-ce qu'il y a dans leur tentative de cinéma cette envie de se réapproprier chaque case de ce territoire qu'est la Chine? Alors ça, quand on fait un bouquin et que quelqu'un fait une interprétation et quelque chose, on n'y avait pas forcément pensé. Enfin, je dis quand on fait un bouquin, c'est mon premier bouquin, mais c'est quelque chose que j'avais pu déjà remarquer ailleurs. Et quand ça arrive, on se dit ah ben super, voilà, ça c'est génial. Moi je m'étais pas forcément dit ça. L'idée que c'était une façon de réécrire leur monde par les films, c'est vrai que c'est pas forcément je l'avais pas théorisé comme ça, mais je trouve ça très intéressant, quoi. Donc c'est vrai que forcément, si à l'idée de s'il s'appuie, et pour moi il n'y a pas de doute qu'il y a l'idée que la 6e génération est là en eux, certains en viennent, d'autres ont grandi avec ces films-là, et de s'y référer, mais en même temps de le modifier, de changer fortement quand même, hein. C'est pour ça que ça méritait pour moi ce livre, c'est c'est un monde nouveau qui est vraiment dessiné par chacune et chacun d'eux. Donc c'est vrai que si on dessine un nouveau monde, c'est qu'on a envie de le changer d'une certaine manière, même si on l'aime. Donc ouais, j'aime bien cette idée, en tout cas, si je l'ai bien compris. Ah bah, dernière question. C'est une théorie que vous avancez. Est-ce que vous avez eu des retours sur cette théorie, ou des contradictions, est-ce que voilà, c'est aussi intéressant de savoir si ça a interpellé, en fait. Voilà. Est-ce qu'il y a eu des interpellations par rapport à ça, par rapport à ce que par rapport au projet du livre? Bah alors c'est tout frais déjà, donc ouais. Si c'est encore lu dans quelques temps, et donc si ça passe un petit peu quelque chose à ma petite échelle, mais là sur ces quelques premières semaines, c'est vrai que il y a eu quelques critiques sur des sites qui ont comme vous le faites avec cette version unique pour moi pour l'instant de la discussion sur votre chaîne, mais sinon c'est des textes qui ont été publiés à droite à gauche en ligne, et la théorie a été acceptée par la plupart en disant bonne idée. Il y a eu peut-être la critique sur le site le plus lu, malheureusement, était à l'inverse, mais c'est intéressant en fait, assez négative, en disant que ça ne fonctionnait pas forcément. Alors moi forcément je l'ai pris un petit peu mal en me disant mais c'est-à-dire qu'il y a quand même, si on fait une théorie comme ça, si on propose quelque chose comme ça, c'est quand même une rencontre entre les propositions cinématographiques et un regard, et l'idée après effectivement au-delà du regard d'essayer de devenir au moins une fois un peu passeur, et c'est sûr que c'est quand même quelque chose de très personnel, et donc si c'est très personnel, il y a un côté un peu très généreux, et donc c'est vrai que là cet article-là, donc au demeurant intéressant, disait parfois c'est un peu c'est un petit peu poussif d'aller parler là et là de réalisme magique sur ce moment-là. Bon, et c'est peut-être pas forcément faux, mais c'est vrai que je me dis il y a une volonté d'aller en chercher un petit peu partout, sûrement par péché d'enthousiasme. Même si après j'espère que
c'est plus une impression diffuse qui reste à la fin de la lecture, sans rentrer dans le détail que, oui, par contre, les films les plus forts disent vraiment quelque chose. Parfois, on va aller prendre d'autres chemins de traverse. Et si jamais, c'est une théorie, comme vous dites, si jamais elle devait encore exister dans quelques temps ou quoi, finalement, on resterait peut-être sur certaines choses et pas d'autres. Le temps aura dit, avec peut-être les films que feront plus tard certains ou ne feront pas, le temps montrera qu'il y avait effectivement en germe quelque chose plus précisément sur tel ou tel auteur ou telle ou telle année. Et après, on verra. Et tout à l'heure, je suis tombé par hasard sur un article, sur un film hongkongais, un article qui a été publié vraiment ces jours-ci, et qui disait, et oui, dans le cinéma chinois d'aujourd'hui, qui parle de réalisme magique, il y avait cette phrase-là. Alors, je ne sais pas si c'est un hasard complet, juste cette personne a ce sentiment aussi depuis des mois, ou alors si cette personne avait, par chance, peut-être lu mon livre il y a quelques jours, et dans ce cas-là, si c'était le cas, et sans même me citer, je me dis, oh, bah, c'est bon, ça y est, c'est rentré dans la culture populaire, il existe du réalisme magique chinois actuellement dans le cinéma. C'était mon envie, en tout cas en lisant cette phrase, de me dire, ah, peut-être que voilà, des gens le diront, parce que finalement, l'idée est passée, quoi. Donc, voilà. Après, il ne faut pas que ça soit utilisé, galvaudé, comme le fameux terme film d'auteur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, qu'on ne l'utilise pas comme ça à mauvais escient, parfois, film d'auteur un peu partout. Ouais, c'est sûr. Après, c'est vrai. Réalisme magique, qui veut dire que ce sont des films chinois un peu chiants, aimés par des festivaliers. Il ne faut pas que ça devienne ça, quoi. Il ne faut pas que ça devienne ça, en fait. Ouais, c'est vrai. Bon, après, voilà, après, on aime bien, comme pour film d'auteur, venir après. Non, mais alors, qu'est-ce que c'est la politique des auteurs et venir faire la police un petit peu. Oui, c'est vrai qu'on aime bien faire ça. Je l'avoue. Je l'avoue. Surtout sur YouTube. Bref, alors, le réalisme magique du cinéma chinois, c'est Andy Biquez. C'est édité chez Play Society. Je salue de nouveau Benjamin Fogel pour l'aide apportée à la conception de cette émission. Dans le descriptif, il y a un lien. Vous cliquez dessus, vous tombez sur le livre, procurez-les-vous. Et vous avez compris, hein, Andy attend vos avis positifs et négatifs aussi, pourquoi pas. Voilà. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de discuter avec moi de tout cela, et puis longue vie au bouquin, et à très vite. Merci à vous. Merci beaucoup pour l'invitation, pour cette discussion. Merci. Générique. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony